Il existe des lieux où l'eau ne rafraîchit pas, où le silence n'apaise pas, il avertit, et où le reflet du soleil à la surface peut dissimuler des yeux qui observent sans bouger. Ce sont des territoires où personne, en toute logique, ne devrait s'aventurer. Et pourtant, des êtres humains y naissent, y grandissent et y meurent. Pas par accident, pas par punition, mais parce qu'ils ont appris quelque chose que presque personne d'autre ne comprend. Quel type de savoir acquiert-on lorsque fuir cesse d'être une option ? Dans les régions les plus reculées de la planète, l'être humain cohabite avec l'un des prédateurs les plus anciens et les plus patients de la Terre, le crocodile. Un animal qui ne court pas, ne crie pas, ne prévient pas, il calcule. Son immobilité n'est pas passive, elle est tactique. Un crocodile peut rester immobile sous l'eau pendant de longues périodes, parfois des heures d'affilée, sans remonter pour respirer, attendant l'instant exact pour agir. Pour la plupart des gens, cette créature représente une menace permanente. Mais pour certains peuples, le crocodile n'est pas seulement un danger. C'est un esprit, c'est une force. Et dans certains endroits, c'est même un membre de la famille. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment 8 tribus d'Afrique, d'Asie et d'Océanie affrontent chaque jour la présence silencieuse du crocodile. Comment elles pêchent, naviguent, prient ou se baignent dans des territoires où un simple clignement d'yeux peut leur coûter la vie. Si ces histoires réelles, où l'erreur n'accorde aucune seconde chance, vous intéressent, abonnez-vous à Tribu du Monde et accompagnez-nous jusqu'au bout. Ce que vous êtes sur le point de voir n'est pas seulement de la survie, c'est une manière de vivre qui défie tout ce que vous pensez savoir sur la peur et la force humaine. Nous commençons ce voyage avec ceux qui portent, littéralement sur leur peau, la marque de l'un des prédateurs les plus mortels de la planète. 1. Chambry, la peau comme héritage. Sur les rives du fleuve Sepik, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'eau ne se contente pas de soutenir la vie. Elle définit aussi l'identité. Ici, le fleuve n'est pas un décor. Il est origine, frontière et mémoire. Dans cette région vivent des communautés comme les Chambry et d'autres peuples du Sepik moyen qui, depuis des générations, cohabitent avec le crocodile comme une partie indissociable de leur monde. Pour eux, cet animal n'est pas seulement un prédateur tapi dans des eaux troubles, c'est un être fondateur, un ancêtre spirituel, une présence liée à l'origine même de l'être humain. Selon les traditions du Sepik, les premiers hommes ne sont pas sortis de la terre, mais du corps d'un grand crocodile mythique. Et cette croyance ne se transmet pas seulement par la parole, elle s'inscrit. Elle se grave sur la peau. Dans plusieurs communautés de cette région fluviale, lorsque vient le moment de quitter l'enfance, le rite de passage est physique et réel. Lors de cérémonies pouvant durer plusieurs jours, la peau de l'initié est incisée de manière contrôlée à l'aide de lames traditionnelles. Les entailles suivent des motifs précis qui imitent les écailles du crocodile. Ce ne sont pas des blessures superficielles. Elles sont conçues pour cicatriser en laissant des reliefs visibles et permanents. Ensuite, les plaies sont traitées avec de la cendre, de la boue et des préparations végétales, à la fois pour les protéger et pour renforcer la forme des cicatrices. Il n'y a pas d'anesthésie, il n'y a pas de raccourci. La douleur n'est pas dissimulée, car ici, elle n'est pas une punition, elle est transformation. La supporter démontre la maîtrise de soi, la discipline et l'appartenance. Les cicatrices ne décorent pas, elles attestent de qui l'on est. Pour ces peuples, la peau ne se contente pas de protéger le corps, elle définit l'identité aux yeux des autres. Mais cette relation avec le crocodile ne s'arrête pas au rituel. L'animal fait partie de la vie quotidienne et cohabiter avec lui exige une vigilance constante. Chaque geste près de l'eau est mesuré. Les hommes apprennent dès leur plus jeune âge à lire le comportement du fleuve. Ils observent la boue des berges, les traces récentes, l'immobilité anormale à la surface. Ils savent que le crocodile n'attaque pas en courant, mais depuis l'immobilité. C'est pourquoi on n'entre jamais dans le fleuve de manière impulsive.
Avant de s'approcher, on frappe l'eau avec des pagaies ou des bâtons afin de forcer l'animal à bouger et à révéler sa position. Si le fleuve reste trop calme, on attend. Si les oiseaux se taisent soudainement, on recule. Les pirogues sont étroites et légères, non par précarité, mais parce qu'elles permettent de sentir la moindre variation de l'eau. Ramer lentement, sans éclabousser, réduit le risque. La pêche se fait en petits groupes, tandis que certains travaillent, d'autres surveillent. L'attention est collective, car l'erreur d'un seul met tous les autres en danger. Lorsqu'un crocodile s'approche trop d'une zone habitée, on n'agit pas par panique. Son comportement est interprété. Ce n'est que dans des cas extrêmes que l'on décide de le chasser, et jamais de manière individuelle ou impulsive. C'est une décision communautaire, ritualisée et lourde de sens. Ici, affronter le crocodile ne signifie pas le vaincre, cela signifie l'anticiper. Coexister avec lui sans provoquer le conflit. Faire davantage confiance à la mémoire transmise qu'à la force brute. Dans ces communautés, la peur n'est pas éliminée. Elle devient une manière de vivre en alerte, en silence, dans un profond respect pour un animal capable de tuer, mais qui enseigne aussi à vivre avec attention. Et une question s'impose alors. Si votre identité dépendait du fait de traverser la peur au lieu de la fuir, le feriez-vous ? Mais toutes les cultures ne répondent pas au danger de la même manière. Alors qu'en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le crocodile s'inscrit dans la peau comme une marque d'origine et de résistance, en Afrique de l'Ouest, certaines communautés ont appris autre chose. Non pas à le graver sur le corps, mais à se déplacer à ses côtés, en lisant ses rythmes, comme s'ils partageaient le même fleuve. 2. Bozo, Sorko, maître du fleuve et gardien du Niger. En Afrique de l'Ouest, le fleuve Niger n'est pas seulement une source d'eau, c'est une voie de vie, une artère vitale dont dépendent des millions de personnes. Pour les peuples Bozo et Sorko, le Niger n'est pas une ressource, c'est le centre absolu de l'existence, le lieu où l'on est, où l'on travaille et, dans bien des cas, où l'on meurt. Ces deux peuples sont connus depuis des siècles comme les maîtres de l'eau. Non seulement parce qu'ils naviguent le fleuve avec habileté, mais parce qu'ils ont appris à le lire, à interpréter ses variations de niveau, sa couleur, son courant et ses silences, à partir de signaux accumulés sur des générations. Les Bozo, installés principalement au Mali, sont pêcheurs depuis d'innombrables générations. Ils vivent dans des villages flottants ou dans des habitations construites directement sur les rives du fleuve. Toute leur vie tourne autour du Niger, la pêche, le commerce, les déplacements et la survie quotidienne. Pour eux, les crocodiles ne sont pas des créatures exceptionnelles. Ce sont des habitants légitimes du même foyer. Ils ne cherchent pas à les domestiquer. Ils ne tentent pas de les chasser. Ils apprennent à cohabiter avec eux, en observant leur routine. Ils savent où ils se reposent, dans quelle zone ils se nourrissent et à quelle période de l'année ils deviennent plus territoriaux. Cette observation constante n'élimine pas le danger, mais elle le rend prévisible. Les Sorko, quant à eux, vivent plus à l'est, dans des zones proches du delta intérieur du Niger. En plus d'être pêcheurs, ils sont traditionnellement connus comme des médiateurs spirituels du fleuve. Leur relation avec le crocodile ne repose pas sur la force, mais sur le rite et la règle communautaire. Certains de leurs chefs religieux accomplissent des cérémonies destinées à protéger la communauté et à maintenir le code du fleuve avec les crocodiles du Nil. Il ne s'agit pas de contrôler l'animal, mais de poser des limites symboliques, des zones où l'on ne pêche pas, des moments où l'on n'entre pas dans l'eau, des périodes où le fleuve est laissé en paix. Ces règles ne sont pas arbitraires. Elles sont issues de générations d'expériences accumulées. Lorsqu'un crocodile doit être chassé, cela ne se fait jamais de manière impulsive ni individuelle. C'est une décision collective, justifiée et accompagnée de rituels qui reconnaissent la gravité de l'acte. Car éliminer un tel animal n'est pas seulement un risque physique,
c'est perturber un équilibre qui soutient l'ensemble du fleuve. Toute cette sagesse n'est pas écrite. Elle se transmet dans la pirogue, pendant la pêche, lors des longs trajets, de père en fils, de grand-mère à petit-fils, à travers des récits, des gestes et des silences. Lorsque l'eau change, ici, survivre ne signifie pas dominer l'environnement. Cela signifie savoir quand avancer et quand rester immobile. Mais tous les peuples ne se contentent pas de cohabiter et d'anticiper. Ailleurs dans le monde, certains portent la relation avec le crocodile jusqu'à l'affrontement direct, risquant tout par rite, par respect ou par survie. Car affronter un crocodile adulte, ce n'est pas chasser un animal, c'est se mesurer à des millions d'années d'évolution. 3. Ngala, chasseur de colosses. Dans la région du fleuve Sepik, au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la peur n'est pas une émotion que l'on dissimule. C'est une force que l'on apprend à maîtriser. Pour certaines communautés du Sepik moyen, y compris des clans connus localement sous le nom de Ngala, le crocodile n'est pas seulement un symbole spirituel, c'est une épreuve, une présence réelle qui définit qui vous êtes et jusqu'où vous êtes capable d'aller pour votre communauté. Depuis des générations, certaines de ces communautés pratiquent la chasse rituelle au crocodile. Elle n'est pas motivée par un besoin alimentaire immédiat ni par une simple logique de défense. Elle possède un sens social profond, démontrer la maîtrise de soi, le courage et la capacité d'assumer des risques extrêmes pour protéger et guider le groupe. La préparation commence bien avant d'entrer dans le marécage. Pendant des semaines, les jeunes hommes s'entraînent sous la supervision des anciens. Ils apprennent à lire le comportement du fleuve, à identifier des traces récentes dans la boue, à interpréter les mouvements irréguliers des poissons ou le silence soudain des oiseaux. Chaque signe compte, car dans cet environnement, une mauvaise interprétation peut être fatale. Lorsque le moment arrive, les groupes s'enfoncent dans des zones de végétation dense, où l'eau est sombre et où les crocodiles demeurent immobiles entre troncs immergés et racines submergées. Ils avancent dans un silence absolu en utilisant uniquement des armes traditionnelles, des lances en bois durcies au feu, des filets tissés à la main et, dans certains cas, des couteaux. Jamais d'armes à feu. Il ne s'agit pas d'exterminer, il s'agit d'affronter. La cible est un crocodile adulte. Le capturer vivant est l'idéal, mais ce n'est pas toujours possible. S'il meurt, ce n'est qu'en dernier recours, et toujours selon des règles strictes de respect. La chasse est extrêmement dangereuse. Le crocodile peut attaquer avec une rapidité difficile à anticiper, même pour ceux qui connaissent parfaitement le terrain. Il existe des récits réels d'hommes qui ont disparu sous l'eau sans un cri, sans laisser de traces visibles. Le risque est connu et assumé. Ceux qui reviennent avec succès ne sont pas célébrés avec euphorie. Il n'y a pas d'exaltation du danger. Ils sont reconnus comme des hommes accomplis aux yeux de la communauté. Des personnes qui n'ont pas reculé. Qui ont compris que la peur ne se surmonte pas par la force brute, mais par le contrôle, l'attention et la présence. L'animal capturé n'est jamais gaspillé. Sa peau peut être utilisée pour des objets cérémoniels comme des tambours. Ses os servent à fabriquer des outils à valeur rituelle. Sa chair est partagée selon des règles précises. Et son esprit est honoré lorsqu'il est symboliquement rendu au fleuve. Car pour ces communautés, même dans la mort, le crocodile conserve sa puissance. Et cette puissance n'appartient pas à l'homme. Elle retourne à l'eau. Ici, affronter la peur n'est pas un acte de folie. C'est un langage appris, un dialogue direct avec le sauvage. Une manière de rappeler qu'il existe des forces que l'on ne domine pas, mais que l'on respecte. Et maintenant, la question est directe. Si vous deviez affronter le danger sans armes modernes, uniquement avec le contrôle et l'attention, feriez-vous confiance à votre jugement pour survivre? Car partout, la peur ne se combat pas. Dans certains lieux,
elles s'acceptent. Et tandis que certains se mesurent au colosse face à face, ailleurs dans le monde, d'autres peuples cohabitent avec lui chaque jour, sans armes, sans cérémonie, uniquement avec une vigilance constante et l'espoir de rentrer chez eux sans être vus. 4. Da-Sanach. Silence entre les crocs. À la frontière entre l'Éthiopie et le Kenya s'étend le lac Turkana, l'une des régions les plus arides, isolées et hostiles du continent africain. C'est un lac volcanique aux eaux chaudes et troubles, où la visibilité est minimale et où les rives changent constamment selon les saisons. Dans cet environnement vit le peuple Da-Sanach, une communauté semi-nomade qui dépend du lac depuis des siècles pour survivre. Ici, l'eau n'est pas seulement une ressource rare, c'est aussi une menace permanente. Le lac Turkana abrite l'une des plus importantes populations de crocodiles du Nil d'Afrique de l'Est, des reptiles qui peuvent dépasser 5 mètres de longueur et qui utilisent la turbidité de l'eau comme camouflage parfait. Et pourtant, la vie quotidienne continue. Chaque jour, hommes, femmes et enfants s'approchent des rives pour puiser de l'eau, laver, pêcher ou se déplacer entre les campements. Il n'existe pas d'itinéraire sûr. Le contact avec le lac est inévitable. Imaginez la scène. Une personne se penche pour remplir un récipient, une autre observe à distance et personne ne parle, non par rituel, par calcul. Car dans un lac comme celui-ci, le moindre bruit peut vous trahir. À cet instant, le danger principal n'est pas ce que l'on voit, mais ce qui reste exactement là où c'était. La survie des Da-Sanach ne repose ni sur les armes, ni sur des barrières, ni sur l'élimination du prédateur. Elle s'appuie sur un système social d'attention collective, construit au fil des générations. Personne ne s'approche de l'eau sans être observé. Pendant qu'une personne accomplit une tâche, d'autres restent en vigilance à distance. Ils ne cherchent pas directement le crocodile. Ils observent l'environnement, des changements brusques à la surface de l'eau, des zones anormalement immobiles, des ombres qui ne correspondent pas au mouvement du soleil, la réaction soudaine des oiseaux ou des poissons. Ce langage s'apprend dès l'enfance. Les enfants grandissent aux côtés des adultes et apprennent à reconnaître quand le lac autorise le passage et quand il exige d'attendre. Les décisions ne sont jamais individuelles. En cas de doute, on recule. Dans de nombreux cas, ce sont les anciens qui déterminent le moment approprié pour avancer en s'appuyant sur l'expérience accumulée. Ici, la précipitation rompt l'équilibre. Lorsqu'il est indispensable de traverser une zone dangereuse, cela se fait en groupe et avec une rapidité contrôlée, sans cris, sans mouvement brusque. Le silence n'est pas une superstition. Il réduit les vibrations et évite d'attirer l'attention du prédateur. Ce système n'élimine pas le risque, mais il limite l'exposition inutile et transforme chaque action en décision consciente. Pour les Da-Sanach, survivre ne signifie pas dominer le lac ni défier le crocodile. Cela signifie accepter que l'environnement impose des limites et apprendre à évoluer à l'intérieur de celles-ci. Ici, l'intelligence ne se mesure pas à la force, mais à la capacité de s'arrêter à temps, d'observer, d'attendre. Nous sommes à mi-parcours de ce voyage, et si vous êtes encore là, c'est que vous avez déjà compris quelque chose d'essentiel. Si cela vous fait regarder le monde autrement, laissez un pouce bleu et restez avec nous. Car à partir de maintenant, ce qui vient exige encore plus de calme, plus d'observation et une marge d'erreur toujours plus réduite. Dans un lieu où l'eau peut tuer en quelques secondes, la patience collective est la seule chose qui a permis à ce peuple de continuer à exister, génération après génération. 5. Talensi, ceux qui nagent avec l'âme des ancêtres. Dans le nord du Ghana, près de la frontière avec le Burkina Faso, se trouve le village de Paga, un lieu connu pour sa relation singulière avec l'un des Trigia, prédateurs les plus redoutés d'Afrique. Ici, les crocodiles ne sont ni chassés ni poursuivis, ils sont vénérés.
on voit des habitants s'approcher du bord, parler à voix basse, et l'animal ne fuit pas. Il reste immobile, comme s'il savait qu'ici, une autre loi s'applique. Dans cette région vit le peuple Talensi, une communauté qui a développé au fil des générations une coexistence profondément codifiée et étonnamment pacifique avec les crocodiles du lac de Paga. Pour eux, ces animaux ne sont pas de simples reptiles. Ils croient que certains sont la réincarnation de leurs ancêtres. Ce n'est pas une métaphore culturelle. C'est une croyance vivante qui organise leur rapport à l'eau, à la mort et à la mémoire. Lorsqu'un ancien décède, on pense que son esprit peut revenir incarné dans l'un de ces crocodiles sacrés. Pour cette raison, ils ne sont ni dérangés ni attaqués. Ils sont reconnus comme porteurs d'une présence familiale. À certains moments précis, les habitants leur parlent et les nourrissent selon des règles strictes, conçues pour ne pas perturber leur comportement naturel. Lors de certaines occasions rituelles, certaines personnes entrent dans l'eau en sachant que des crocodiles adultes de grande taille y reposent. Ils ne le font ni pour prouver leur courage, ni comme spectacle. C'est un acte rituel qui réaffirme le lien entre les vivants et les morts. Les attaques recensées dans ces eaux ont été rares au fil du temps. Non pas parce que le crocodile aurait perdu son instinct, mais parce que la coexistence est régie par des règles rigoureuses. On n'entre pas dans le lac à n'importe quel moment. On ne court pas, on ne crie pas, on ne provoque pas. Avant de s'approcher de l'eau, on demande l'autorisation aux autorités spirituelles et l'on suit chaque étape du rituel avec précision. Pour les Talensi, le respect n'est pas symbolique. C'est une règle qui structure toute la communauté. Ici, le crocodile n'est ni une menace tolérée, ni un mythe décoratif. Il fait partie de l'équilibre du monde, un gardien silencieux de la mémoire collective. À Paga, ce n'est pas la peur qui guide les décisions, c'est le respect. Et lorsque ce respect est constant, même le prédateur le plus redouté peut devenir un protecteur. Et si, au Ghana, le crocodile est un ancêtre qui accompagne, ailleurs dans le monde, il reste une présence ancestrale, une légende vivante qui observe depuis l'ombre. 6. Maupa, le gardien sous le fleuve. Dans certains villages situés à l'ouest du fleuve Sepik, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, le crocodile n'est pas perçu comme une menace permanente. Il est reconnu comme une présence qui veille. Dans ces zones de jungle dense, de marécages épais et de rivières aux cours changeants, vivent des communautés connues localement sous le nom de Maupa. Il ne s'agit pas d'un groupe ethnique défini selon des critères académiques, mais de clans unis par une même tradition orale et une relation spirituelle très spécifique avec le fleuve. Dans leur vision du monde, le crocodile n'est pas seulement un animal, c'est un esprit gardien. Ils croient que certains tronçons du fleuve sont protégés par un crocodile particulier lié au clan qui habite cette zone. On ne lui donne pas de nom, on ne l'invoque pas. Sa présence est reconnue à travers des signes subtils, des changements dans l'eau, des silences prolongés, l'absence soudaine de vie sur la berge. Selon les récits transmis par les anciens, s'approcher du fleuve sans respect ni attention peut avoir de graves conséquences, non comme une punition surnaturelle immédiate, mais comme un avertissement. Celui qui ignore les règles du fleuve s'expose au danger bien réel qui vit sous la surface. C'est pourquoi le fleuve ne se traverse jamais par impulsion. On le traverse avec prudence, avec observation, avec humilité. La coexistence avec de vrais crocodiles est constante. Ils sont parfois visibles, le plus souvent invisibles. Mais les Maupa ne les chassent pas et ne les défient pas. Ils ne cherchent pas non plus à prouver leur bravoure. Ils croient qu'il existe des forces qu'il ne faut pas toucher, même lorsqu'elles sont à portée, et cette croyance régule leur comportement quotidien. Avant d'entrer dans l'eau, on observe l'environnement. On attend. On écoute. Si quelque chose ne concorde pas, on recule. Ici, se retirer n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse.
Ce savoir ne s'enseigne pas dans des écoles, il se transmet par des récits, des histoires racontées au bord du fleuve qui servent à la fois d'avertissement et de cartes invisibles pour rentrer chez soi en vie. Chaque récit explique où une erreur a été commise, quel signe a été ignoré et pourquoi cela ne doit jamais se reproduire. Pour ces communautés, croire n'est pas un acte abstrait. C'est une manière concrète de rester en vie. Lorsque la foi naît de l'environnement, de l'eau, de la peur, de l'expérience accumulée, elle devient une discipline silencieuse, un bouclier invisible. Et pour de nombreux Maopa, ce bouclier a une forme reconnaissable, celle du crocodile qui observe depuis le fond du fleuve. Mais la relation entre les humains et les crocodiles ne s'arrête pas ici. Au-delà du Sepik, il existe des peuples entiers dont l'histoire commence grâce à l'un d'eux. Du moins, c'est ce que conserve la mémoire des anciens. 7. Fataloukou, les petits-enfants du grand crocodile. Avant que l'île de Timor n'existe, selon la tradition orale, il n'y avait que de l'eau. La mer recouvrait tout. Dans ce monde primordial, un enfant fatigué et affamé dérivait à la surface, sans aucune terre en vue. C'est alors qu'un grand crocodile émergea des profondeurs. Non pour le dévorer, mais pour l'aider. L'animal offrit son dose afin que l'enfant puisse se reposer. Avec le temps, l'enfant prit soin du crocodile et entre eux naquit un lien de gratitude. Lorsque le crocodile sentit que sa fin approchait, il décida de rendre ses soins de la seule manière possible. Il se transforma en terre. Il étira son corps, durcit sa peau, et ainsi, selon la légende, naquit l'île de Timor. Depuis lors, les Fataloukou, l'un des peuples autochtones de l'est du Timor oriental, ainsi que de nombreuses autres communautés timoraises, se considèrent comme les descendants symboliques de ce crocodile primordial. C'est pourquoi ils ne l'appellent pas simplement un animal, ils l'appellent grand-père. Lafaek Diak, le bon crocodile. Cette histoire n'appartient ni au passé ni au manuel scolaire. Elle fait partie de la vie quotidienne. Elle est présente dans les fresques des maisons, dans les danses traditionnelles, dans les chants entonnés au coucher du soleil. Elle est gravée sur des machettes cérémonielles, sculptée dans le bois et peinte dans les espaces communautaires. Mais surtout, elle vit dans les tabous qui régissent la relation avec l'eau. Un crocodile ne peut être éliminé qu'en cas de nécessité extrême. On ne traverse pas les rivières sans reconnaître sa présence, même en silence. Et jamais on ne méprise l'animal qui, selon la tradition, a donné naissance au foyer de tous. Ces règles ne sont pas de simples symboles. Elles fonctionnent comme des limites claires qui organisent la coexistence avec un prédateur réel et dangereux. Les enfants grandissent en entendant que le crocodile ne se contente pas de nager, il observe, qu'il n'habite pas seulement le fleuve, mais aussi l'histoire, et que celui qui oublie son origine perd son chemin. Dans cette vision du monde, la peur est réorganisée. Elle se transforme en gratitude et en responsabilité. Si le crocodile a créé l'île, alors toute la terre fait partie de son corps. Marcher dessus implique le respect. Y vivre implique la mémoire. C'est pourquoi les Fataloukou ne voient pas le crocodile comme un monstre. Ils le comprennent comme un sang ancien. Non comme un souvenir lointain, mais comme quelque chose qui respire encore dans l'eau. Comme un lien entre le passé, le présent et ce qui reste à venir. Honorer cette origine n'est pas un geste symbolique, c'est une manière d'honorer la vie. Et pour conclure ce parcours, nous revenons au cœur du Sepik, là où l'art, la mémoire et l'esprit du crocodile se rencontrent à nouveau en un même lieu. Là où le fleuve parle encore d'une voix qui lui est propre. 8. Iatmul, là où le fleuve parle avec une voix d'écaille. Au cœur du fleuve Sepik, là où les eaux ne se contentent pas de couler mais conservent la mémoire, vit l'un des peuples les plus profondément liés au crocodile, les Iatmul. Pour les Iatmul,
le crocodile n'est pas un simple animal de l'environnement. C'est un ancêtre, un protecteur, une force qui relie le monde visible au monde spirituel. Leur vision du monde s'articule autour de cette présence silencieuse et puissante. Ils croient que le crocodile agit comme médiateur entre les vivants et les esprits, et qu'une part de son essence habite chaque être humain. C'est pourquoi la relation avec le fleuve n'est pas seulement pratique, elle est profondément symbolique. Cette connexion s'exprime constamment à travers l'art et le rituel. Les Yatmuls ne se contentent pas de vénérer le crocodile, ils le représentent. Leur masque cérémoniel, sculpté à la main avec une grande précision, montre des visages allongés et des yeux profonds qui évoquent le regard immobile du reptile. Beaucoup de ces masques incarnent des crocodiles gardiens et sont utilisés lors de danses rituelles qui marquent les cycles de la vie, la croissance, la mort et le renouveau. Les hommes les plus âgés, considérés comme les dépositaires du savoir, portent des noms hérités de crocodiles mythiques associés au lignage et au territoire, et dans leurs maisons sacrées, appelées Haus Tambaran, les toits et les poutres sont couverts de sculptures qui fusionnent figures humaines, animales et spirituelles en une seule forme. Mais cette symbolique n'est pas séparée de la réalité quotidienne. Les crocodiles réels sont présents chaque jour. Ils nagent dans les mêmes canaux où les Yatmuls puisent de l'eau, pêchent, se lavent et apprennent à leurs enfants à ramer. La coexistence est constante et le danger bien réel. Il n'y a pas de panique. Il y a un contrôle conscient et un respect permanent. Chaque mouvement près de l'eau est lent et délibéré. Rien ne se fait dans la précipitation. Les enfants apprennent très tôt à lire les signes du fleuve, des bulles qui ne devraient ne pas être là, des silences soudains, des ombres qui ne suivent pas la logique du courant. Ils savent que le danger existe, toujours. Mais ils savent aussi que l'équilibre dépend de l'attention. Pour les Yatmuls, il ne s'agit ni de vaincre le crocodile, ni de l'ignorer. Il s'agit de le comprendre et de l'accepter comme faisant partie du même reflet du monde dans lequel ils vivent. Un proverbe des anciens résume cette manière de concevoir la vie au bord du fleuve. Le crocodile vous observe avant même que vous ne le voyiez. Ce n'est pas une menace, c'est un avertissement. Cela signifie que la nature ne répond ni au bruit, ni à la force, mais à la capacité d'observer avant d'agir. Ici, survivre ne consiste pas seulement à rester en vie, c'est apprendre à se déplacer avec l'environnement et non contre lui, savoir quand avancer et quand laisser le fleuve décider, car dans cette partie du Sepik, le crocodile n'a pas besoin de rugir pour être présent. Il lui suffit de glisser sous l'eau pour que tout s'arrête, et c'est ainsi que nous arrivons à la fin de ce parcours. 8 peuples, 8 manières différentes de cohabiter avec la peur, avec la puissance et avec l'un des prédateurs les plus anciens qui vivent encore sur la Terre. Tous vivent dans des environnements différents, avec leurs propres cultures et rituels, mais ils partagent quelque chose d'essentiel, un savoir transmis, un respect appris et une adaptation forgée au fil des générations. Car dans ces eaux, le danger ne surgit pas toujours brutalement. Parfois, il glisse en silence. Il observe, il évalue et il décide. Le crocodile n'appartient pas au monde du mythe. Ce n'est pas une créature du passé. Il est ici, dans les fleuves du Niger, dans les canaux de Papouasie, dans les lacs africains et sur les côtes du Pacifique. Et ceux qui vivent à ses côtés ne le sous-estiment pas. Ils le comprennent. Des cicatrices rituelles gravées dans la peau en Papouasie, au bain sacré du Ghana. Ces histoires révèlent une vérité qui se répète encore et encore. La survie ne dépend pas de la force, mais de la capacité à observer, anticiper et respecter. Dans chaque tribu, il y a un avertissement. Dans chaque fleuve, une leçon qui ne tolère aucune erreur. Car les premiers crocodiles habitaient déjà la Terre il y a plus de 230 millions d'années,
lorsque les dinosaures commençaient à peine à apparaître et que les mammifères n'existaient pas encore. Ici, le crocodile n'est pas seulement un animal, c'est une mémoire vivante, c'est un esprit, et c'est la preuve que la peur, lorsqu'elle est comprise, cesse d'être un ennemi. Ce voyage n'a pas été seulement une exploration de cultures lointaines. Il a été un parcours à travers l'une des questions les plus profondes de l'être humain. Comment continuer à vivre lorsque chaque jour peut être le dernier? Et maintenant, la question est pour vous. Si votre survie en dépendait, à laquelle de ces tribus confieriez-vous votre vie et pourquoi? Si ce voyage a laissé quelque chose en vous, restez avec nous. Le prochain pourrait nous mener encore plus loin. Et si vous connaissez quelqu'un qui devrait voir cela, partagez-le. Écrivez dans les commentaires le mot-clé de cet épisode, crocodile. Ainsi, nous saurons que vous aussi, vous avez appris à vous déplacer là où l'eau ne pardonne pas. À bientôt pour la prochaine destination.